La médecine est passionnante et à la fois je me dis voilà, il se mange 12 ans de connaissances, d'études, etc. avec des trucs qui sont établis depuis des années. Et nous, ce qui est génial là, c'est qu'on est au départ de quelque chose. On est au départ d'un nouveau paradigme social, etc. On est moteur d'une transition de l'humanité qui est, j'allais dire, d'ordre astronomique. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Côme Guerchig. Côme est ce que l'on peut appeler un conciliateur, autrement dit, un pont entre des mondes qui ne se parlent pas forcément. Un pont entre le milieu rural de Boulogne-sur-Mer, dans lequel il a grandi, et le monde urbain de Paris, où il vit aujourd'hui. Un pont entre le monde des sciences dures et celui des sciences humaines, ou encore un pont entre les personnes qui militent pour un monde plus écologique et celles pour qui ces enjeux ne sont pas encore une priorité. L'idée de Côme est simple. Pour que les choses bougent, il faut avant tout changer nos référentiels, nos imaginaires. Pour cela, Côme réalise des conférences, écrits, créés pour participer à une véritable bascule écologique. Côme nous a chaleureusement accueillis autour d'un café, dans un bureau aux airs de chambre ou de salon. Dans le confort de ce lieu, nous avons passé 1 heure à discuter ensemble, avec passion, de sujets sérieux, mais sans se prendre trop au sérieux. Alors imaginez-vous dans cette pièce multifonction et installez-vous confortablement avec nous. Et surtout, bonne écoute. Bonjour Côme. Bonjour. Alors on va commencer très simplement. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es ? Alors, je suis un ingénieur de formation, je suis passé par Sciences Po après. Je suis engagé depuis pas mal d'années maintenant, j'ai jamais compté, je n'ose pas, mais en gros depuis 2015. J'ai eu diverses fonctions à l'ONU, puis dans la Convention citoyenne pour le climat, j'ai fait des procès sur la 5G, bon je développe pas, parce que j'imagine qu'on va y revenir peut-être après, si c'est pertinent. Quoi d'autre ? Je suis devenu conférencier en parallèle de tout ça pour parler de sujets afférents à l'écologie, pour parler de mes engagements aussi. J'écris des bouquins maintenant en cours, on pourra en parler aussi. J'ai lancé une agence de redirection écologique parce que j'estime que les conférences ne suffisent pas et qu'il y a un moment où il faut traduire un peu les théories, les concepts, les idées dans le réel et aller un peu dans la friction du réel, voir tous les blocages qu'il peut y avoir et assumer ça aussi. Et par ailleurs, je suis fan de musique, de voyage, voilà, je pense que c'est important de dire des choses sur soi aussi. Mais voilà, pour résumer, qui je suis, une personne engagée qui se pose beaucoup de questions, qui n'a pas toutes les réponses et qui essaye de fédérer autour de, voilà, au moins autour de la réflexion, si ce n'est autour des solutions. On peut peut-être partir sur déjà d'où est-ce que tu viens aussi. Tu nous as dit que tu venais de Boulogne-sur-Mer, à la campagne. Là où c'est difficile de rejoindre ses amis quand tu as envie d'aller les voir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance aussi ? Ouais. Alors j'ai pris conscience de mon enfance quand je l'ai quitté, parce que quand je suis arrivé à Paris et que je disais que je venais de Boulogne, les gens ne comprenaient pas, ils pensaient que je venais de Boulogne-Billancourt, et donc j'ai découvert qu'il y avait un autre Boulogne en France, très urbain, très riche, etc. Et moi c'était un peu tout l'inverse. Voilà, je viens d'une ville donc qui est quand même assez pauvre, assez démunie, assez voilà, avec pas mal de chômage etc. Et voilà, j'ai vécu ça, donc cette enfance au bord de la mer, dans les champs et tout. Enfin, c'était en fait assez génial. Mais il y avait un grand manque d'interaction sociale parce que quand on habite à la campagne, on peut dire oui, on prend le vélo, etc. En fait, non, c'est très difficile de faire ça. Et donc, ouais, j'ai eu une enfance, je pense, assez particulière. Je réalise ça maintenant que je suis entouré de beaucoup de Parisiens d'origine qui voient leurs copains tous les week-ends, toute la semaine, etc. Ça pose aucun problème pour les transports. Avec le recul, je vois que ça a en fait pas mal marqué mon enfance, ma façon de fonctionner aussi, qui est assez solitaire, etc. Pour le meilleur et pour le pire. Enfin, là, c'est juste comme ça que je suis constitué. Et je commence déjà à trop parler, donc je vais
Et donc, ça a eu un impact quand même sur ta vision plutôt sociale, mais aussi écologique. Ouais, complètement. Je pense que ça me rend assez sensible aux nuances en fait à apporter quand on parle d'écologie, quand on vise certaines statistiques, par exemple voilà, du nombre de personnes, enfin du nombre de trajets faits à vélo ou du pourcentage de kilomètres passagers faits à vélo ou sur des mobilités douces. Bah en fait, quand on habite à la campagne, on voit que c'est pas aussi simple que ça. Et même en ayant pris conscience des enjeux écologiques, donc largement après avoir quitté cette vie à la campagne, j'ai essayé d'appliquer ça en essayant de prendre mon vélo et tout, mais le territoire de Boulogne-sur-Mer est extrêmement vallonné. En fait, on fait 2 semaines et après on se dit non mais c'est impossible. Voilà. Donc, je pense que si ça m'a apporté une chose, c'est de la nuance. Quand je parle au cours de mes conférences de transition écologique et autres, je suis moins assertif, je pense, que la moyenne des conférenciers parce que j'ai vraiment vécu à la campagne pendant 17 ans et notamment dans les transports, je sais que en fait la voiture est un peu inévitable. Après, on peut discuter du type de voiture, des modalités de achat, location, etc. Mais voilà, ça me rend sensible à ça. Est-ce qu'on pourrait justement revenir un petit peu sur ce qui a déclenché chez toi cette volonté de t'engager profondément dans ces questions de transition écologique? Est-ce que c'est venu au cours de tes études? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te focalises là-dessus? Ouais, c'était vraiment la COP 21. Voilà, ça a été une immense claque intellectuelle pour moi. C'est ce que j'aime dire souvent, c'est que j'ai pas eu du tout cette éco-anxiété ou cette peur en fait face au climat ou à l'effondrement de la biodiversité. Je trouvais juste ça absolument passionnant d'avoir un sujet, un angle de conception du monde, une cause, disons, qui rassemble autant de disciplines. C'est vraiment ce qui m'a fasciné au départ avec le climat. On peut parler de cuisine, de droit, je sais pas, même potentiellement d'astronomie, enfin, en fait, toutes les disciplines humaines, et puis évidemment sociologie, anthropologie, toutes les disciplines humaines peuvent être invoquées, peuvent être utiles pour répondre à ces questions. Et c'est rare en fait d'avoir des sujets comme ça aussi fédérateurs qui demandent autant de coopération entre les intelligences humaines. Donc je savais qu'en me positionnant sur ce sujet-là, j'allais avoir une vie passionnante et pour l'instant ça se confirme. Donc en fait c'est purement égoïste au départ mon engagement là-dessus. Après au bout de 1 an on va dire en me baignant dans toute cette littérature scientifique, sociologie, etc. J'ai commencé à flipper. En fait plus ça va plus je flippe. Pour être tout à fait honnête, je pense pas être encore éco-anxieux, mais voilà, en fait l'intérêt s'est transformé en sentiment d'urgence, en besoin d'être utile. Mais au départ, ça n'était pas une claque, disons émotionnelle. Et donc, dans toutes les disciplines que comprend l'écologie, toi, tu as décidé à la sortie de tes études de t'orienter plutôt vers des études scientifiques? Alors non. Ça s'est pas passé comme ça? Ouais, non, au départ, j'étais scientifique. Je faisais de la recherche en mathématiques fondamentales. Ça me passionnait. Voilà, c'était vraiment mon truc. Et donc, je suis rentré par cette case-là, donc par, en fait, les modèles météo, tout ce qui relève de la physique du climat, la physique des fluides. J'ai commencé un master en physique du climat à la Sorbonne. D'ailleurs, j'avais oublié, mais voilà. Parce que je l'ai pas terminé, parce que bon, en fait, j'ai réalisé que d'autres disciplines me paraissaient beaucoup plus intéressantes. J'estime que la science du climat, en gros, a fait son taf. C'est peut-être un peu dans la mare, mais que, en fait, maintenant, il y a d'autres disciplines qui sont presque à zéro en termes d'apport de solutions et qu'il faudrait vraiment investir, notamment en sociologie, anthropologie, etc. Bref, le fonctionnement un peu cognitif collectif aussi des humains pour opérer ces transformations. Et donc, j'ai décidé d'aller après plus dans la géopolitique. C'est pour ça que j'ai fait Sciences Po, géopolitique, affaires publiques, droit, enfin, tous les trucs qui relèvent des politiques publiques. J'ai trouvé plein de réponses aussi là-dedans et progressivement, ça m'a amené aussi à l'économie de l'environnement, la modélisation économique. Mais plus ça avançait, plus je m'intéressais à la sociologie, à l'anthropologie, encore une fois. En gros, ce qui fait que les humains agissent de telle ou de telle façon, mieux comprendre ça. Et là, en ce moment, je suis un peu dans cette discipline-là, quoi. Est-ce que tu pourrais justement nous raconter le passage de ce formatage d'une certaine manière scientifique que tu as pu avoir dans la première partie de tes études aux thématiques que tu abordes maintenant qui peuvent être beaucoup plus appelées parfois sciences molles.
quels sont les apports de ces deux points de vue dont tu as pu bénéficier? Bah, bon, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Évidemment, ces deux approches sont absolument indispensables et doivent être menées en parallèle. Bon, d'accord, c'est facile de dire ça, mais c'est vrai. Après, disons que l'approche rationnelle, il se trouve que j'ai commencé à faire des conférences très vite, voilà, dans des universités, des écoles. J'ai fondé les Jeunes Ambassadeurs pour le climat, voilà, donc j'ai fait des dizaines, peut-être des centaines de conférences comme ça, où je donnais les chiffres du GIEC. J'avais une approche très rationnelle sur, voilà, des graphiques, climat, biodiversité. Je donnais les mesures politiques aussi qui étaient mises en œuvre et je voyais que les gens comprenaient, mais que en fait ça percutait pas vraiment. En fait, c'est des choses qui sont très extérieures aux gens, ça prend pas du tout en compte leur réalité du quotidien et je sentais qu'il y avait un truc autour en gros, des désirs individuels. Et dire votre commune n'a pas assez de vélos, il faut mettre des pistes cyclables, en fait, c'est passer complètement à côté des déterminants qui font qu'il n'y a pas de pistes cyclables aujourd'hui. Pourquoi? En fait, le territoire a une histoire. Les gens qui vivent sur ce territoire ont des orientations politiques, ils ont des secteurs d'activité différents, ils ont des rêves différents. Et en fait, progressivement, j'ai commencé à comprendre que les disciplines vraiment purement techniques, donc je sais pas, pour les pistes cyclables, les disciplines techniques, j'en sais rien, c'est du BTP, c'est de la fiscalité, c'est voilà, enfin toute l'architecture nécessaire pour aboutir à une piste cyclable, c'est ce genre de choses. Ça m'a fait un peu un premier déclic, donc dans les universités, les écoles. Et après, c'est surtout en commençant à parler à des chefs d'entreprise que j'ai compris qu'il y avait vraiment un truc complètement irrationnel à débunker ou à activer ou à mobiliser, qui sont les modèles sur lesquels ils se basent, leurs représentations, les représentations de la performance, les représentations de la vie réussie, notamment professionnelle, les représentations qu'après on peut tirer du voyage, etc., etc. Et donc, ça m'a mis sur la voie des imaginaires, quoi. Et en fait, les raisons pour lesquelles on agit, pour lesquelles on prend l'avion, pour lesquelles, etc., c'est parce qu'on a besoin de prendre l'avion et du coup, bon, une fois que ça s'est dit, on va décarboner les avions. C'est le sentiment de base est complètement irrationnel. C'est une construction qu'on peut plus ou moins contrôler. Alors, ça fait peur parce qu'on va sur les terrains de la propagande, etc. Je suis en train d'ouvrir 50 portes, là, c'est parfait. Mais tout ça pour dire que le déclic entre les disciplines plutôt techniques, scientifiques et les disciplines plutôt dites sciences molles, qui ferait bien de se durcir un peu, enfin en tout cas sur la question de l'écologie, parce qu'elles vont être absolument déterminantes. Je l'ai eu en discutant avec des gens et en fait en constatant que le discours technique et l'approche purement technique était celle qu'on avait depuis 50 ans et que ça avait juste pas marché, quoi. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les arguments rationnels que tu invoquais, scientifiques, fondés, que tu expliquais aux gens, n'entraînaient pas de changement de comportement parce que ce qui faisait que les gens agissaient tels qu'ils agissent, c'est parce qu'il y a des mécanismes non rationnels derrière tout ça. Ouais. Et justement, du coup, toi, tu t'es dit, je vais apporter de la non-rationalité. Et comment t'as amené ces imaginaires, toi, dans tes actions, dans tes conférences, dans tes rencontres? Alors, j'ai commencé par répondre à la deuxième partie de la question. Comment j'ai amené l'irrationnel, c'est avec tout un tas de techniques. Déjà, c'est en parlant en fait frontalement du sujet. C'est-à-dire que moi, j'ai pris conscience en fait de la limite des discours rationnels en discutant avec les gens, etc. Et j'aime bien déjà, avant même de parler des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, etc., de faire prendre conscience aux gens du fait que ça nous drive au quotidien, ces représentations-là. Ce qui n'est pas du tout une évidence. On a l'impression qu'on va travailler parce qu'il faut travailler, parce que c'est le mérite. On a l'impression qu'on va en voyage parce qu'on a besoin de décompresser, etc. En fait, déjà, simplement lever le voile sur qu'est-ce qui détermine nos désirs et nos actions du quotidien, c'est déjà une immense avancée, qui en plus a l'avantage et le risque. Mais moi, je vois ça comme un avantage d'être assez déculpabilisant. Parce que si on vous dit vous êtes responsable d'avoir mal SUV, vous êtes juste un gros connard qui a des sous pour se l'acheter et qui nique la planète.
bon, la personne va vous regarder et va vous dire, bah écoute, je crois qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Par contre, si je lui dis, mais en fait, tu t'es fait matrixer par de la pub parce que chaque année, on dépense plusieurs milliards d'euros d'argent privé pour te faire désirer cet objet dont tu n'avais finalement pas besoin. Il existe des techniques alternatives, etc., etc. En fait, ça déculpabilise les gens. Donc c'est risqué parce que du coup, elles peuvent se dire, bah du coup, c'est pas de ma faute, etc. C'est le système qui doit changer, il faut réguler la pub. D'accord, il y a ce risque-là, mais il y a aussi un côté fédérateur avec ce prisme que j'apprécie tout particulièrement. Donc dans mes conférences, paradoxalement, j'aborde de façon assez rationnelle la fabrication des nouveaux récits. C'est-à-dire que je vais pas décrire la France en 2050, regarder comme les Raymond, etc. Enfin, je le fais dans certaines parties de conférences, mais c'est pas le cœur de mon propos. Ce qui m'intéresse, c'est de décrire la structure des imaginaires. Qu'est-ce qui fait qu'on est dedans? Quelles sont les forges de l'imaginaire? Voilà, entre les jeux vidéo, le théâtre, la pub, les plateformes de streaming, etc. Il y a plein de forges de l'imaginaire. Quelles sont les plus puissantes? Quels sont leurs intérêts? Pourquoi elles nous représentent les choses de cette façon plutôt que telle autre? Donc c'est une approche assez froide en fait que j'essaie d'avoir, précisément parce que j'ai ce background d'ingénieur et que j'ai toujours un peu cette petite musique qui me dit les gens vont pas être convaincus si tu les prends uniquement par l'irrationnel. Par contre, j'essaye aussi, notamment quand je parle des limites planétaires, des trucs qui commencent à devenir super tarte à la crème où tout le monde croit connaître alors que bon, il y a encore un peu des limites. Notamment dans le milieu bancaire, cette année, j'ai pu tester des choses où j'essaye de choquer les gens avec des choses qui sont complètement irrationnelles. Genre avec des bâtons de dynamite que j'allume sur scène, je broie des poissons rouges aussi, pour voilà, essayer de représenter des choses. Alors je le fais pas réellement, il y a des tours de magie, on va dire, mais j'essaie de déstabiliser le public et d'arrêter de faire un aliment de graphique en disant s'il vous plaît écoutez-moi, regardez la planète brûle, parce que ça malheureusement en fait les mouvements de 2018 et toute l'émulation, toute l'information qu'il y a eu autour de ça fait que les gens qui ont pu être convaincus ont été convaincus et les autres ça les saoule. Donc il faut trouver d'autres portes, d'autres vecteurs. Et moi en ce moment j'explore un peu le vecteur comment dire, explosif sur scène, au sens où je veux choquer le public, je veux le déstabiliser, je veux lui faire peur, je veux voilà, et c'est pas avec des graphiques que ça se fait. C'est super intéressant cette dimension émotionnelle que tu ajoutes aux conférences pour finalement marquer ton auditoire. On sait que tu as également introduit une autre dimension dans une conférence en particulier avec la musique. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette Ouais. expérience? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à développer cette conférence? Alors, comme toujours en écologie, enfin non, le premier truc c'est que souvent je trouve qu'on manque un peu de tactique. C'est-à-dire qu'on pense qu'en répétant toujours le même discours sous la même forme, bizarrement, soudainement, il va y avoir une révolution où les grands chefs d'entreprise vont nous écouter. Sachant que par ailleurs certains chefs d'entreprise sont extrêmement convaincus et sont extrêmement ambitieux. Après, ils le claironnent pas sur tous les toits, mais bon. En fait, j'ai réalisé, enfin, il y a une partie du spectre politique, disons, qui nous écoute pas ou mal, qui est, disons, une forme d'élite conservatrice, un peu de droite. Or, la musique classique, il se trouve que c'est précisément un truc qui peut rassembler les gens, c'est-à-dire que globalement, il y a des, enfin, j'ai pas fait d'analyse sociologique précise, mais pour avoir fait beaucoup de musique classique moi-même, je sais qu'il y a des gens d'extrême gauche à extrême droite qui se retrouvent en fait sur cette culture-là, de la musique classique. Et donc je me suis dit, on va utiliser, avec cette violoniste, on va utiliser cette référence commune qui parle à tout le monde pour faire passer un peu l'écologie. Et donc on a essayé de faire une conférence hybride où il y a des allers-retours entre des morceaux de musique classique très classique, la chaconne de Bach, des extraits de pièces de Vivaldi, jusqu'à de la musique contemporaine, en essayant de faire parler la musique au sens où voilà, en fait les morceaux nous évoquent toujours certaines choses, la colère, l'empathie, la mélancolie, tout ce qu'on veut, et j'essaye de rebondir là-dessus pour évoquer des concepts d'écologie, mais cette musique, pour moi, c'est un truc un peu tactique voilà, de pied dans la porte, faire en sorte que les oreilles s'ouvrent. Mais je vous cache pas que c'est compliqué. En fait, techniquement, c'est compliqué, je trouve, de faire quelque chose qui soit bien ficelé entre de la musique classique, du violon et des propos sur l'écologie. Bon, il y a toujours la technique
déclamer un peu un texte écologique écrit par des gens morts depuis longtemps ou qu'on vient d'écrire avec le violon qui fait crin-crin derrière pour que tout le monde pleure, bon, ça d'accord, on peut le faire, ça parle aux gens de gauche, c'est magnifique. Le truc, c'est que moi, pour l'instant, j'ai pas encore craqué la façon de concilier les deux pour parler au public qui n'est pas réceptif aux propos écolos à la base. C'est-à-dire de vraiment mettre en œuvre ce que je vous expliquais avant, qui est d'utiliser cette musique pour ouvrir un peu les chakras de personnes qui ne pensent vraiment pas du tout comme nous, qui n'ont vraiment pas l'écologie comme ligne de priorité. Pour l'instant, j'estime que ce qu'on a fait ne marche pas. C'est toujours en phase d'exploration. Je vais dire autre chose, mais j'ai oublié. Donc voilà. Mais Parce que tes conférences, tu les fais où et avec quel public pour le moment? alors, il y a de tout vraiment. Ça peut être devant des administrations publiques, des villes, des régions, des machins, devant le grand public parfois, devant des universités de plus en plus, grandes écoles, etc. Mais le fond, la base, c'est des entreprises qui vont de l'industrie culturelle à l'industrie lourde, en passant par des ETI, des boîtes du numérique, de la tech, de textile, mode, tourisme, luxe, banque, assurance. Enfin, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas vraiment de barrière. C'est ça aussi. C'est ce que je vous ai dit aussi au début. C'est pour ça que l'écologie m'intéressait. C'est que je savais que ça pouvait concerner tout le monde. Pas uniquement en termes disciplinaires, mais aussi en termes d'activité. Donc voilà, j'ai pas de... Donc en fait, c'est pas ton public qui est spécialement de gauche ou sensibilisé ou concerné. C'est juste que quand tu parles du coup à un public très hétéroclite, t'as des gens qui sont pas qui réceptionnent pas ton message. Ouais, exactement. Ils viennent te le dire ou c'est quelque chose que tu perçois? C'est les deux, et réellement, enfin, je sais pas, je suis peut-être bizarrement constitué, mais c'est le truc que je préfère. C'est-à-dire que pour moi, le mouvement écolo, c'est ma famille, c'est mes potes, ça fait du bien d'être là, ça fait du bien de se sentir en groupe, etc., parce qu'on est une minorité faible. Par contre, les moments où je kiffe le plus, c'est les moments où j'ai une salle de 400 personnes qui est contre moi. Parce que je sens que là, c'est comme de labourer un terrain qui n'a pas reçu une graine depuis un siècle. On sent ou de faire le ménage dans une pièce dégueulasse, on sent que dès qu'on passe l'éponge, c'est tout de suite, il y a une énorme différence, quoi. Donc voilà, j'ai un grand plaisir de faire ça. Après, il y a souvent des surprises où on peut se dire, notamment dans les banques, des salariés des banques, les gens sont le plus loin des questions écolo, alors que dans les entreprises de la tech, voilà, ils sont au goût du jour, donc ils sont proches. En fait, parfois, j'ai des grandes déconvenues où le public est très éloigné. Mais donc, pour répondre à ta question, oui, des gens viennent me challenger à la fin, parfois, de façon plus ou moins constructive, on va dire. Et après, c'est vraiment un ressenti. En fait, tu sens quand tu fais une conférence, quand les gens commencent à trépigner, etc. Tu sens aussi dans les questions-réponses à la fin qui sont juste frustrés par ce que tu viens de dire et que, voilà. De plus en plus, peu importe leur proximité avec les questions écolo, les gens auxquels je m'adresse sont saoulés par les conférences de diagnostic, les conférences qui disent c'est la merde, il y a des problèmes avec l'eau, il y a des problèmes d'approvisionnement de ressources, il y a des problèmes d'effondrement de la diversité, on n'y arrive pas, c'est pas la bonne trajectoire, le gouvernement fait de la merde, les entreprises sont en retard, etc. En fait, ils en ont marre, c'est-à-dire que ce discours est vrai et juste, donc il est indispensable, il faut le tenir notamment dans les médias, dans la culture collective, parce que c'est un constat, c'est même pas, c'est pas subjectif de dire ça, c'est un constat, donc il faut qu'il soit porté. Mais dans les conférences, moi, de plus en plus, j'essaye d'arriver avec des boîtes à outils, des vrais leviers. Le risque de ça, c'est d'être en mode tout va bien se passer, etc. Regardez, telle entreprise a fait ci, regardez, tel pays a fait ça, c'est magnifique, on est sur la bonne voie. C'est faux, on n'est pas sur la bonne voie. Mais j'essaie de montrer des trucs très activables. Et c'est pour ça que j'ai créé avec Stécie, qui est pas ici aujourd'hui, mais j'ai créé une agence de redirection, on a créé une agence de redirection écologique qui s'appelle Bien Barré. C'est pour activer les choses que je raconte en conférence. Voilà, elle est très active sur la biodiversité, donc c'est pareil, c'est d'activer ce qu'elle raconte dans son média au sein des boîtes et des administrations. Parce que on n'a pas envie de finir des vieux frustrés qui ont écrit 15 bouquins à 60 ans et qui disent j'ai écrit des livres et j'ai écrit des livres. Voilà. On a envie de tester des choses et puis en plus on est persuadé que ça nous fera penser aussi différemment, de voir vraiment cette friction avec le réel dont je parlais avant. On voit que tu essaies d'axer au travers de tes échanges sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise autour de ces questions. Selon toi, pour impulser un réel changement,
Quelle posture adopter par rapport à ces questions écologiques? Alors, il y en a pas. Ce qu'il faut, c'est assumer sa posture et pas louvoyer entre les styles, je pense. Je suis en train de terminer un bouquin, d'écrire un bouquin avec Tanguy Descamps, qui est le gars qui avait coordonné le livre Basculons chez Actes Sud, je sais pas si vous voyez, avec Maxime Olivier. Là, on écrit un bouquin avec Tanguy sur, on n'a pas encore de titre, mais c'est une notion d'écosystème d'engagement ou de toit d'engagement, où on décrit 16 profils d'engagement. C'est-à-dire, c'est pas les profils, c'est pas un métier, c'est pas voilà. Toute personne est constituée de plusieurs profils, mais un peu avec un profil dominant, un peu comme à l'université, on a une matière dominante. Bah là, c'est un peu un profil dominant. Et en fait, on décrit dans ce livre comment ces profils se positionnent dans l'écosystème. Est-ce qu'ils sont plutôt dans, on va dire, la chaîne de la connaissance entre les chercheurs jusqu'au, en bout de chaîne, c'est, je sais pas, on pourrait dire les pédagogues, vulgarisatrices, etc. Est-ce qu'il est plutôt dans vraiment l'action directe, donc les gens qui font des prototypes d'entreprises, de nouvelles innovations, etc., jusqu'aux gens qui sont un peu dans le même état d'esprit, mais qui sont plus loin de l'opérationnel, donc les politiques. En fait, on se positionne tous dans des champs d'action qui sont différents, qui se complètent, et une des raisons pour lesquelles on se pose la question que tu viens de me poser, qui est comment très concrètement on fait, où se placer, que faire. En fait, la réponse est qu'il y a, selon nous, une douzaine de façons de se positionner bien dans l'écosystème. Ce sera toujours frustrant au départ, et je pense que c'est pour ça que nous, jeunes, on a un peu la bougeotte, c'est-à-dire on teste un peu l'ONG, on teste un peu la boîte, on teste un peu ci et ça, etc. Et on est toujours en mode, on voit les copains qui sont sur une autre trajectoire, on se dit putain, mais en fait, peut-être j'étais pas au bon endroit là. Donc c'est très bien de tester ces trucs-là, mais il faut se rassurer sur le fait que vraiment, il y a au moins 10, 12 façons d'être utile. Alors, évidemment, il y en a 250 des façons d'être utile. On a essayé de rassembler un peu dans des stéréotypes, des profils. Et c'est OK, quoi. Et je pense que c'est utile de se rappeler à quel point c'est complémentaire. Un activiste n'est rien sans un chercheur. Un activiste n'est rien sans un politique. Un politique n'est rien sans un activiste aussi. C'est-à-dire que ça peut être dans les deux sens. Je sais pas, un prototypeur, donc quelqu'un qui a une super idée, qui est très bon pour organiser les premières briques d'une entreprise, n'est strictement rien sans des moteurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément une force d'initiative, mais qui ont une verticale de compétences en informatique, en droit ou autre, qui vont faire que le truc va exister. Donc l'un sans l'autre, il n'existe pas. Et je trouve que le problème dans l'écosystème, encore une fois, c'est comme il est faible, il est aussi assez pauvre, et donc un des moteurs principaux, c'est la reconnaissance, et notamment la reconnaissance médiatique. Et on voit émerger des grandes figures comme ça, qui émergent, qu'on voit tous les matins dans des matinales, dans des unes de magazines, etc. J'en ai fait partie à un moment. Et en fait, c'est extrêmement frustrant pour la majorité, parce que on se dit, mais putain, moi, pourquoi est-ce que j'ai pas cette reconnaissance-là? Et en fait, c'est aussi utile de savoir en gros, à quoi sert cette exposition médiatique? Et donc, c'est ce qu'on fait aussi dans ce bouquin. J'avais pas prévu de pitcher le livre, mais de montrer que, en fait, le fait d'être exposé ou non, ça fait partie des facettes des profils, et que parfois, c'est extrêmement utile, nécessaire de ne pas être exposé. Et ça signifie absolument pas que vous êtes d'une utilité moindre. Et ça, c'est un truc qui est un peu dur à digérer, parce que le narcissisme, c'est une drogue. Enfin, c'est un truc où voilà, l'exposition médiatique, c'est une drogue. Quand on est dedans, on se dit qu'on est le roi du monde, etc. Alors que non, c'est juste un outil qui correspond à un certain type d'action, et que vraiment moi, un profil qui m'obsède pas mal, c'est les moteurs, c'est-à-dire ces gens qui sont systématiquement dans l'ombre des grands projets qu'on voit jamais. Ils ont toujours ils sont, voilà, parfois leur nom apparaît à la fin du générique, on va dire. Mais ces gens-là sont absolument déterminants, mais leur profil n'est pas un profil d'exposition. Et c'est pas grave. Et donc, pour répondre à ta question, où faut se positionner, lisez le bouquin, ça vous aidera peut-être, en janvier 2025, mais surtout, trouvez là où vous êtes le plus fort, et soyez confiants sur votre utilité, quoi. Et toi, quel profil te correspond le mieux? C'est une bonne question. Moi, je pense que dans le bouquin qu'on a écrit, le profil qui me correspond le mieux, c'est le pont entre les mondes, ou conciliateur. En gros, c'est un profil qui fait l'aller-retour permanent entre les milieux très radicaux, très engagés, et les milieux qui faut amener en fait sur cette voie de la radicalité.
ce qui pousse à faire plusieurs choses, notamment à nous voyer, à être vu comme un potentiel traître. Voilà, j'ai pris des accusations, notamment de Thomas Wagner, qui voilà estime que je parfois me compromets, notamment avec les banques. Bon, j'ai pas envie de faire un déballage, ça sert à rien. J'apprécie énormément son travail et justement, j'ai écrit ce bouquin aussi parce que je regrette ce genre d'attaque un peu quasi personnelle sur la scène publique, parce que moi, je trouve son travail exceptionnel et très utile et je pense que je sers aussi d'une autre façon. Mais voilà, en fait, euh, moi, j'essaye notamment par le langage, par certaines formes de pas de compromission, mais mon métier consiste à sculpter un discours radical pour qu'il passe dans les oreilles qui nous intéressent, c'est-à-dire entre autres les oreilles de pouvoir. Ce qui fait que je suis prêt à faire des choses ou à dire des choses qui sont en fait border, si on les exposait par exemple au sein de l'Académie du climat. Mais je m'en fous. Moi, l'objectif, c'est un peu la fin justifie les moyens. Voilà, cette interview pourra être retenue contre moi dans 30 ans, sûrement. Mais j'essaye d'oser faire certaines choses et typiquement en ce moment, je suis en train de discuter avec des gens de grandes banques qui sont montrés du doigt tous les matins pour créer un fonds d'investissement qui sera probablement un très gros truc de plusieurs centaines de millions d'euros. Je dis pas ça pour me la péter, je dis ça simplement pour dire que cette chose-là est probablement sera extrêmement mal vue et mon job à moi, c'est d'assumer ça. C'est d'assumer que, en fait, je m'en fous du regard de l'écosystème. Je suis là pour faire le pont, tenter des choses. Et si mon image doit en pâtir, bah, très bien. Moi, je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour que d'autres après moi fassent mieux potentiellement sur cette voie-là. Et voilà. Qu'est-ce qui te protège, du coup, de basculer complètement enfin, je suppose que tu as peut-être des choses qui te rattachent et qui te raccrochent à tes valeurs, Ouais. mais rien ne t'empêcherait basculer. en fait, d'être c'est méchant de dire ça comme ça, mais l'idiot utile de ces Ouais. gens-là qui Ouais. te servent comme greenwashing. Exactement. Bah, ça, c'est mon travail. Justement, de me parer contre ça. Il y a aussi le fait que je travaille pas seul. Pour tous ces trucs-là, je suis en équipe, notamment pour le fonds d'investissement. Bah, je discute avec la moitié des gens de Reclaim Finance, d'ONG, etc., qui sont engagés sur ça. Je me documente, j'en parle avec mes potes qui sont voilà, qui sont en fait radicaux, disons assumés, qui sont plutôt le pendant activiste, si je reprends les terminologies de profil. Et c'est en ça que précisément c'est utile de faire l'écologie en écosystème, c'est que moi, c'est le risque un peu. Moi, je suis un peu sur la planche sur laquelle les activistes sont debout. Moi, je suis un peu en porte-à-faux. Et j'essaye de tendre le bras pour aller chercher des trucs qui sont pas faciles, pas directement accessibles. Et c'est là où on voit, voilà, ce que tu dis le prouve une fois de plus. J'ai besoin des ONG, des chercheurs, des activistes, etc. Je ne peux pas être un pont entre les mondes si j'ai pas des bons piliers côté activiste. Mais ce que je vais chercher de l'autre côté, potentiellement, c'est quoi ? Bah, c'est des leviers financiers, c'est-à-dire des leviers ultra puissants qui sont à juste titre dénoncés aujourd'hui. Mais en fait, des fonds, pour reprendre ce cas précis, des fonds d'investissement, Lucie Bache en a créé un il y a une semaine, voilà, un fonds d'investissement qu'il a, ce qui montre bien que cet outil-là, en fait, soit on dit on fait la révolution, la finance est pourrie, on abandonne tout, c'est une option que j'ai envisagée. Moi, je n'y crois plus. Du coup, je fais peut-être un peu partie des gens qui réduisent les chances d'occurrence d'une révolution à proprement parler. Mais une fois que ça c'est acté, j'estime que voilà, il faut pas avoir peur de soulever d'invoquer des outils, de proposer des options qu'on avait fermées depuis très longtemps, tout simplement parce que ça fait 50 ans qu'on est en échec en fait, et il faut se poser des questions. Pourquoi on est en échec ? Si les militants pèlerins en sandales, chaussettes sandales, avaient réussi à convaincre la planète, bah on n'en serait pas là quoi. Et ça, c'est souvent un reproche qui a été fait à l'écologie, qui a beaucoup joué sur le fait de proposer un contre-modèle, en jouant notamment sur les imaginaires. Et les sociologues ont mis en avant le fait que c'est pas comme ça que ça marche en fait dans la société, et que la société repose avant tout sur des structures de pouvoir et des rapports de pouvoir. Est-ce que toi, ce que tu es en train de faire, c'est d'essayer justement d'infuser ces rapports de pouvoir, ces structures de pouvoir, pour les changer de l'intérieur finalement ? Bah en fait, je sais pas quelle sera la méthode gagnante.
c'est vrai qu'il y a deux grandes écoles sur les imaginaires. Il y a ceux qui pensent que la structure détermine les représentations et d'autres qui valident ça. Moi, je pense que je suis plutôt dans cette autre camp, qui valident ça, mais qui disent oui, mais il y a aussi un peu une boucle de rétroaction, on va dire. C'est-à-dire que l'imaginaire détermine aussi la structure qu'on va choisir. Ça, c'est idéaliste, matérialiste. Hein. C'est ça, exactement. Moi, j'ai pas vraiment choisi, pour le coup, entre ces deux options-là. Je pense que je peux pousser, en fait, sur les deux leviers à la fois. Le fait de faire des conférences, etc., m'ouvre beaucoup de portes de ces leviers, voilà, de transformation avec bien barré, bah voilà, on va mettre les mains dans le cambouis et transformer des boîtes de l'intérieur avec le fonds d'investissement pareil, bon. Et en même temps, avec le levier Nouveaux Imaginaires, j'ai l'espoir que, bah voilà, le travail qu'on fait avec Imagine 2050, c'est de parler à plein de producteurs, de scénaristes, de trucs pour essayer de transformer en fait, le côté demande, disons, de la société. Je suis pas sûr d'avoir répondu à ta question, mais du coup, Non, mais si, c'est ouais, je fais un peu les deux à la fois. Et donc, tu crées aussi un rapport de force, finalement. Oui, bah mais oui. qui pèse. Oui. En fait, quand j'ai fait les process sur la 5G, je repense à une conférence que j'ai faite il y a une semaine à Nantes, où devant plutôt des universitaires, où à la fin, un travailleur du ministère de l'écologie est venu me voir et m'a dit non mais c'est n'importe quoi, les représentations ont jamais amorcé des transformations, il faut être dans la lutte, il faut être dans le combat, etc. Il m'a dit voilà, ce que vous faisiez par exemple sur la 5G, c'est beaucoup plus utile. Bon, il se trouve que, donc voilà, comme j'ai dit en introduction, j'ai fait des procès sur la 5G contre l'État, contre les 4 opérateurs. Bon, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on a tout perdu. Donc on pourrait dire, oui, mais on aurait dû continuer la révolution, cramer strictement toutes les antennes, etc. La réalité, c'est que certains ont commencé à le faire et que ça n'a pas fonctionné. Et ça n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons qu'il faut identifier. La première, c'est que les juges avaient un paradigme, notamment sur la technologie en tête, qui n'était pas le bon. Alors on peut dire, oui, mais le droit n'était pas fait pour. Ok. Il se trouve que le droit a des marges de manœuvre et que les juges auraient très bien pu les utiliser comme ils sont en train de commencer à le faire pour le climat, en acceptant l'idée que l'État puisse être condamné en justice pour ces raisons. Ça demande un peu d'ambition juridique de faire ça, donc de subjectivité, donc de travail sur la représentation. Donc les juges avaient un imaginaire défectueux, il y a eu beaucoup d'entreprises de la tech, beaucoup de députés que j'ai rencontrés et j'ai débattu aussi avec eux, notamment de La République En Marche sur les questions de 5G. Bah en fait, ils ont un problème d'imaginaire, quoi. Donc on peut dire, oui, c'est un rapport de pouvoir, etc., il faut se battre et tout, mais il y a un moment où, vu qu'on est plutôt pas très puissant et que le levier principal de l'écolo, c'est quand même sa main droite, hein, c'est d'aller toquer aux portes en disant, s'il vous plaît, écoutez-nous. En fait, moi, j'espère que on va comprendre que voilà, les imaginaires des gens auxquels on est un peu confronté au quotidien sont absolument déterminants. Et que dire il vaut mieux la lutte, la révolution, il faut absolument les deux, quoi. On sent que tu es vraiment animé par cette volonté de faire bouger les choses, de t'impliquer, de trouver une place qui a de l'impact. Est-ce qu'on pourrait venir un petit peu sur les motards? Qu'est-ce qui, toi, te fait te lever et essayer d'aller bouger les lignes tous les jours? Ah. Ce sujet me passionne cérébralement. Je trouve que ma vie est faite c'est très égoïste de le voir comme ça. C'est-à-dire que je pourrais commencer par dire j'ai un esprit de justice, ça me rend fou de savoir que des centaines de milliers de personnes dans le monde vont voir leur maison submergée. Si je suis honnête, c'est complètement faux. À la base, c'est vraiment un intérêt égoïste où je réalise que c'est une vie passionnante voilà, vous êtes là, on discute dans des canapes, je sais plus quel jour on est, je sais jamais quel jour on est, en fait, j'ai pas de calendrier, pas de date, ma vie est rythmée par les conférences, des rencontres, des débats, on peut à la fois refaire le monde et être vraiment dans l'opérationnel. Je pense qu'il y a une vérité aussi au fond de nous qui nous anime, on sait que c'est une cause juste, ça se discute, je trouve assez peu. C'est un paradigme dans lequel on est déshabillé et rhabillé en permanence. Donc c'est juste trop bon, quoi, en fait, d'être dans ce monde qui est naissant aussi. Souvent je discute, j'ai pas mal d'amis médecins, ce qui donne une indication sur le milieu sociologique dont je viens. En fait, parfois la médecine est passionnante. Et à la fois, je me dis, voilà, ils se mangent 12 ans de connaissances, d'études, etc., avec des trucs qui sont établis depuis des années. Et nous, ce qui est génial là, c'est qu'on est au départ de quelque chose. On est au départ d'un nouveau paradigme social, etc. Donc,
toutes les volontés sont bonnes, toutes les intelligences sont bonnes. Alors ça demande un bon esprit critique, hein, parce qu'il y a beaucoup de conneries, beaucoup de bullshit, on a dit, de greenwashing, etc. Mais ça, c'est passionnant. C'est-à-dire, il n'y a pas encore de vérité autre que sur le constat pour l'instant. Et on vit on est moteur, quand on est dans cet écosystème-là, on est moteur d'une transition de l'humanité qui est, j'allais dire, d'ordre astronomique, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais c'est un truc où si on dézoome, en fait, c'est un virage qui est, je sais pas comment le dire, qui s'inscrit dans l'histoire de l'univers presque. Je pense. Enfin, voilà, on est une espèce qui a atteint un tel niveau de conscience d'elle-même, de dégradation de tout, d'extrême en fait, de tout, qui est en train de commencer à bifurquer. Bref, c'est ça qui m'anime. J'ai jamais eu à développer là-dessus, c'est pour ça que c'est complètement foutraque ma réponse. Mais je pense que j'ai ça au quotidien, c'est le côté passion la vie est hyper enrichissante quand on fait ça. Et il y a quoi d'autre comme raison? Est-ce que ça t'anime selon un idéal quand même que tu aimerais voir naître? Parce que là, tu dis, c'est passionnant, moi je m'investis et en fait, je vois pas les journées passer et c'est trop cool ce que je fais. Mais est-ce qu'il y a quand même une direction vers laquelle t'aimerais tendre? Ça ferait tâche que se disent que j'ai pas d'idéal. Ou t'es peut-être assez froid dessus aussi. En fait, j'ai pas de représentation extrêmement claire du monde dans lequel on va se projeter, ce qui est sûrement paradoxal pour quelqu'un qui essaie de défendre les nouveaux récits désirables, etc. Par contre, je suis assez confiant quand je discute avec des personnes bloquées dans un paradigme qui me semble problématique sur les vertus de ce qu'on est en train de dessiner. C'est-à-dire quand je vois un mec de mon âge me décrire avec des étoiles dans les yeux qu'il a pris l'option cuir pour son SUV, je me dis c'est tellement beau, c'est tellement évident en fait que c'est la fin que c'est la fin de ce paradigme, quoi, qu'on est arrivé là où c'est un mec que l'histoire abandonnera, ne retiendra pas. C'est un mec qui sûrement aime ses enfants, etc. Mais en fait, ça me fait plaisir de voir ça parce que c'est la preuve que on est arrivé en fait au bout du truc où voilà, quand on réalise que tout le monde a un peu de sous, enfin tout le monde, c'est pas le cas, hein, il y a 10% de personnes qui vivent dans des logements insalubres en France, mais on arrive quand même à un stade de développement où une grosse partie de la classe moyenne réalise que son kiff, c'est d'avoir la peau un peu plus bronzée après une semaine de vacances au soleil et d'avoir un SUV avec des sièges en cuir. Et donc c'est creux en fait. C'est complètement creux, c'est vide. Il y a plus de sens. Et en fait, je suis pas tant animé par un idéal, un désir, etc., que par cette espèce de joie et de certitude que je ressens quand je vois à quel point il y a plus de rêve aujourd'hui. Et ça fait un peu cynique, voire, comme on dit, psychopathe, genre qui se nourrit de la souffrance des autres. Mais c'est juste que je suis certain qu'on est sur la bonne voie en commençant à réfléchir à ces nouveaux idéaux. Et qu'en fait, plus je vois ça, plus je me dis que notre marge de manœuvre est gigantesque. Qu'en gros, on a une page blanche qui est devant nous. Voilà, donc pardon de vous décevoir, j'ai pas d'idéal très précis. J'ai plein d'idéaux sectoriels de renouveau de la démocratie, de nouveaux modes de transport, d'interaction sociale, de tout ça, mais tout ça est un peu, c'est pas que c'est anecdotique, mais c'est personnel, c'est ma vision à moi, et elle a pas forcément beaucoup d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir la déréliction du modèle des Trente Glorieuses, en gros, et de voir que, en fait, on a gagné, mais on a gagné par forfait, quoi. Parce que cette vision-là, elle est morte d'elle-même. Et je sais pas si c'était prévu au départ, mais elle est morte d'elle-même, donc on a un champ libre. Et comment t'arrives aux gens avec qui tu parles à leur faire déjà prendre conscience qu'il y a plus de rêve aujourd'hui chez eux, mais aussi que malgré leurs contraintes du quotidien, leur travail, leurs problèmes familiaux, personnels, etc., ils ont le droit aussi de rêver et d'avoir de nouveaux imaginaires et d'y adhérer surtout. Ça, c'est vraiment du cas par cas. En fait, souvent quand je discute avec une personne, c'est une méthode sûrement universelle, mais je la laisse beaucoup parler et me décrire exactement quels sont ses ressorts, etc. Et un peu comme le modèle des 30 Glorieuses, souvent, plus une personne parle et décrit, plus elle peut d'elle-même en fait voir les impasses
du modèle dans lequel elle se trouve. Après, là, je fais en mode, voilà, je suis Gandhi de l'écologie, c'est bon, j'ai tout compris, je suis blanc, j'ai les mains pures et tout. La vérité, c'est que moi, mon imaginaire est complètement matrixé et pourri. Enfin, je veux dire, par exemple, j'ai longtemps piloté des avions, c'était un rêve, voilà. Je suis fan de kitesurf, qui est vraiment le loisir par excellence, de bobo, parigo, tout ce que tu veux. Enfin, j'ai je suis mon propre cas d'étude aussi, quoi. Je suis pas du tout en train d'expliquer à d'autres personnes que leur rêve devrait être différent. Je suis plus en mode alcoolique anonyme qui partage un constat que j'ai fait sur moi-même. Je pense être, en fait, la principale chose que j'essaie de transmettre à ces personnes, c'est pas vos rêves pourraient être différents, c'est soyez lucides sur ce que vous ressentez vraiment, sans faire du yoga tantrique ou j'en sais rien, mais juste essayer d'être honnête en fait sur le sens de votre vie et de vos désirs, voilà, et moi il y a des trucs que j'observe qui me passionnent. J'ai pas encore pu mettre assez de temps là-dessus, mais je pense que la prédation, comment dire, amoureuse, on fait énormément de choses pour être bien vu de l'autre qu'on cherche à séduire. Et ce truc-là, en fait, détermine énormément de choses, de revenus, du logement qu'on va avoir, de la bagnole qu'on va avoir, des voyages dans lesquels on veut s'inscrire, et juste dans une logique de séduction. Et ça, c'est un champ qui est intéressant, je trouve. Parce que c'est un non-dit. On n'a pas envie de dire qu'on a envie d'être riche juste pour séduire une personne et d'être mieux vu socialement. En fait, c'est pas tellement être mieux vu socialement, c'est surtout avoir plus de chances de séduire une personne qu'on vise. Et ça, moi, je l'entends jamais. Et pourtant, pour en discuter beaucoup, mais c'est con, entre potes, alors plutôt pas trop écolo, etc., bah, c'est déterminant, quoi. Et tant qu'on jouera dans la société à dire oui, non, mais en fait, les gens prennent pas le vélo parce qu'il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment pas que ça. Voilà. Donc, j'ai pas de méthode très précise pour convaincre une personne, mais mon objectif, c'est qu'elle se voie de façon plus honnête. Et à partir de ça, après, on peut cranter beaucoup de choses. Tout à l'heure, tu disais ne pas avoir toi-même d'idéal. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de rêve? Si, j'ai des rêves. Bah, typiquement, j'ai des rêves de voyage. Très original. Mais des rêves de voyage d'un nouveau type, de voyage très très long. En fait, j'aimerais bien en fait, l'imaginaire du voyage reprenne un peu cet imaginaire de l'aristocratie européenne au 19e, où en fait, on partait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On prenait énormément de temps, évidemment, il n'y avait pas l'avion. Bon. Et le problème, c'est que c'était l'aristocratie, donc on pourrait dire oui, parce que c'est vraiment réplicable aujourd'hui. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce genre de voyage qui me fait rêver. Des voyages très très longs, où on n'en fait pas 50 dans sa vie. On part loin vraiment, on s'arrête vraiment, on bosse à certains endroits, on s'imprègne de certaines cultures, on apprend d'autres langues, etc. Ça me manque. Après, ça, c'est pas un rêve de société. Le rêve collectif, au risque de dire des choses qui ont déjà été dites 1 milliard de fois, c'est de casser les infrastructures qui génèrent de l'individualisme, parce que en fait, ces infrastructures sont matériellement insoutenables, et que c'est elles voilà, c'est cette culture de l'individualisme qui génère, je pense, l'essentiel des dérèglements écologiques aujourd'hui. Donc c'est les réseaux sociaux, c'est les systèmes je sais pas, de rémunération, de production. Enfin, pour le coup, c'est toutes les infrastructures. Donc désamorcer ces infrastructures-là me semble être la priorité. Voilà, ça c'est le truc collectif, le premier truc collectif qui me revient. Et donc voilà, plus après plus de liens social, moins d'épanouissement par la consommation matérielle. Mais bon, tout ça, c'est des mots, c'est un peu vide. Par quoi il faut passer plus précisément, j'en sais rien. Je sais que les moments où moi je kiffe vraiment, c'est les moments où il y a plus de bagnoles dans les rues, où les gens dansent le soir tard, en buvant de la sangria. Enfin bon, tu vois, c'est des trucs très très anecdotiques, mais je sais pas, des trucs. En fait, j'aimerais bien que la société soit plus légère, soit moins dans des jeux de rôle, soit plus spontanée. J'arrive plus à regarder en fait les médias qui parlent de politique alors même que je suis à fond dedans, mais parce que tu vois encore là les débats sur les européennes, à chaque fois que j'en ouvre un, je vois à quel point en fait il y a aucun camp qui parle juste normalement, quoi, qui parle comme on se parle là, qui accepte que il y a des impasses, qui accepte que
les solutions soient pas absolument évidentes et que non, c'est pas que il faut mettre 80 milliards d'euros sur la table pour faire un plan de redirection industrielle. Enfin, tu vois, je sais pas. Peut-être plus de spontanéité, plus de liens, plus de danse le soir dans les rues. Bon, ça c'est très négatif, c'est des images assez fortes. C'est cool. Voilà, et après moi personnellement, bon, je vais pas faire enfin cacher ça, mais il y a un moment où clairement le terrain politique m'intéressera. Et que, voilà, j'ai envie d'aller dans cette direction. Pour l'instant, j'ai aucune envie d'y aller parce que systématique. En fait, je pense qu'on a on est. Je vais clasher un peu des gens, mais on est on est des abrutis vis-à-vis des politiques en France. En fait, on n'a toujours pas compris que l'engagement politique était le truc parmi les plus durs, les plus vertueux, les moins bien reconnus. En fait, on se dit oui, mais c'est des salauds, ils sont à la télé, ils s'en mettent plein les fouilles. Mais en fait, c'est tellement naïf de dire ça. Et l'immense majorité des politiques sont des gens que personne connaît, qui sont dévoués, qui gagnent pas une thune pour ça, qui doivent faire des compromis. Ça, l'art du compromis, ça, les écolos, c'est pas leur fort. Enfin, c'est pas le seul problème, mais voilà. Les écolos qui aiment bien châtient bien. Je suis de cette famille, etc. Mais je pense que voilà, quand on est politique, on doit vraiment fabriquer du compromis entre des contraintes de plein de types. C'est typiquement le truc du logement social, quoi. Il faut du logement social, top. Ah, ça va artificialiser. Qu'est-ce qu'on fait? Là, bon, si t'as du bol, t'es dans une ville où il y a plein de résidences secondaires, donc là, t'as un truc qui peut dire, voilà, on va prendre un peu aux riches pour, d'accord. Mais la vérité, c'est que dans l'essentiel des cas, ça marche pas, cette équation. Donc, les politiques sont extrêmement mal reconnus. C'est ça, moi, qui me freine un peu, c'est qu'on chie sur toute forme de politique aujourd'hui. Et ça me désespère, parce que pour en connaître plusieurs, je pense que c'est parmi les engagements les plus nobles et les plus complets. Donc j'irai probablement un moment, mais là, pour l'instant, je suis encore trop lâche et trop peu courageux pour y aller. Mais voilà, c'est un truc qui moi me ferait rêver un jour. Puis après j'ai des rêves perso je sais pas, faire un grand lieu en nature avec plein d'artistes et plein de trucs, mais ça c'est encore un peu flou. Mais en fait mes parents ont une tradition un peu de très musique. Voilà, ils ont une grande ferme où ils ont réhabilité une grange. Ils ont toujours fait venir plein d'artistes classiques, de jazz, etc. Et cette culture-là de forum un peu autour de la musique me plaît bien. Cet engagement politique, finalement, tu as déjà travaillé un peu dans des institutions qui avaient un fort pouvoir politique, à l'ONU, je crois. Comment tu vois ton engagement politique et quel échelon politique te semblerait le plus pertinent pour toi? C'est une très bonne question. Je pense que l'ONU n'est pas le bon échelon, et que de toute façon, les gens qui sont à l'ONU ne seront pas élus par la communauté internationale. Voilà, c'est des gens qui sont qui représentent leur nation, qui ont été élus à ce niveau-là, ou pas d'ailleurs, parce que les secrétaires d'État, par exemple, aux affaires européennes ou autres, ne sont pas élus, mais bon, pas toujours en tout cas, c'est pas obligatoire. Non, moi, ce serait plutôt l'Assemblée nationale, le Sénat, le ministère, enfin, ouais, l'échelon quand même France me parle bien. Parfois on dit que tout se passe au niveau local ou que au contraire tout se passe au niveau européen. C'est vrai, beaucoup de choses se passent à ces deux niveaux-là. Si je suis bien établi dans une ville en dehors de Paris, voilà, à Paris c'est quand même un peu saturé, mais j'hésiterais pas non plus pourquoi pas à faire une liste pour devenir maire, j'en sais rien. C'est pas très clair pour moi ça. L'échelon européen aussi, être eurodéputé, pourquoi pas. Après, le gros problème avec moi, c'est que je suis la caricature du politique du XXe siècle. J'ai fait Sciences Po, je suis un mec blanc, grand, diplômé, tout va bien, quoi. Donc, je me demande parfois si il faudrait pas plutôt que je me serve des privilèges que j'ai là et que je suis en train de continuer à constituer avec tout ce que j'ai décrit précédemment pour propulser d'autres personnes qui, c'est pas qu'elles le méritent plus, mais c'est que ce serait utile de les avoir en représentation pour changer la donne. Et puis je pense notamment à mon associé Stécie, qui vient de milieu plutôt ouvrier, aux abords de Marseille, qui est une femme, bon elle est blanche quand même, mais voilà, mais qui serait, je pense, bien plus, qui incarnerait bien plus un renouveau, quoi.
Bon, vous êtes tous les deux des mecs blancs diplômés, donc voilà, je suis désolé pour vous aussi, mais je ne nous souhaite pas d'être, enfin en tout cas en priorité des représentants politiques. Je pense qu'il faut laisser la place un peu, en tout cas en première ligne. Mais le fait d'être politique, c'est vraiment l'idée quand même de mettre un peu les mains dans le cambouis à un moment, de dire je vais aller dans cette ingénierie Ouais. sociale. Ouais, c'est vraiment le compromis pour moi. La politique, la définition, c'est l'art du compromis. C'est-à-dire que la position de l'écolo, encore une fois, c'est de se servir de sa main droite pour aller toquer aux portes et dire écoutez ça, faites de ça votre priorité, prenez en compte ces chiffres et ces éléments. Et en fait, le politique, toute la journée, il y a des gens comme ça qui viennent le voir. Il y a des gens, voilà, qui représentent les minorités. Il y a des gens qui représentent, j'en sais rien, certains corps professionnels. Il y a des gens qui représentent des industries. Qui ont des intérêts plus ou moins légitimes. Nous, on dira, parce qu'on est écolo, qu'ils sont moins légitimes que les nôtres, parce que comment faire du business ou autre si il y a plus de planète. Ok. Le politique est cette machine à fabriquer du compromis. Donc, c'est très dur, quoi. C'est juste très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut que les écolos se mettent là-dedans. C'est, je pense que on fait pas les mêmes compromis quand on a le paradigme écolo que quand on a un paradigme, je sais pas, très entrepreneur, enfin bon, je sais pas si c'est incompatible, mais très, on va dire conservateur. Clairement, c'est pas les mêmes arbitrages, mais ça reste quand même des arbitrages. Un écolo qui arrive au pouvoir ne peut pas mettre en œuvre 100% des propositions de Greenpeace ou d'Extinction Rebellion. C'est faux. Enfin, sauf si le président change, mais voilà. On a beaucoup parlé de transition écologique, qui est un terme même qui devient aussi un peu tarte à la crème et qui est aussi associé à une mouvance écolo que les gens peuvent plus trop forcément supporter. Et il y a un nouveau terme qui apparaît depuis un petit moment, c'est celui de redirection écologique. Il y a une formation dans le sud-est de la France qui commence aussi à essayer de développer, à conceptualiser et à former des personnes qui ont vraiment proposer la redirection écologique dans les entreprises, dans les administrations, etc. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais, la façon dont je comprends la redirection, moi, c'est essentiellement une transition. Enfin, c'est en gros, ça reprend le concept de transition en y ajoutant le concept de renoncement. Alors c'est très réducteur, j'imagine, comme vision de la redirection, mais moi j'en suis au stade où c'est comme ça que je le comprends. Et c'est extrêmement intéressant parce que, en fait, ça met enfin le doigt sur le truc le plus dur de la transition, qui a un peu fait un voile entre nous et la réalité, c'est que tout ne va pas pouvoir faire de transition. C'est juste aussi bête que ça. J'ai fait un TEDx il y a 3 semaines sur le renoncement précisément, donc sur cette composante de la redirection, pour dire que voilà, c'est faux de dire que je sais pas, l'industrie des piscines individuelles va pouvoir exister dans un monde durable. Et c'est faux de dire que l'industrie des SUV pourra continuer. Enfin bon, je prends les trucs les plus classiques. Et donc voilà, je pense que le mérite de la redirection, c'est de nous mettre un peu plus la tête dans la réalité et de comprendre que la raison pour laquelle on n'a pas été assez vite, c'est qu'on a construit d'énormes tabous sur des choses qu'on voulait pas voir. Et le mérite de la redirection, c'est de dire, OK, en fait, la raison pour laquelle on a peur du renoncement, c'est qu'on ne l'a pas étudié. On sait pas ce que ça veut dire renoncer. Renoncer, c'est une catastrophe. C'est comme la rupture en couple. Si tu la prends frontalement et que tu as pas un minimum réfléchi dessus, si t'as pas lu, si tu t'es pas cultivé, bah, c'est un drame humain et ça pousse certains à faire des conneries, dont le suicide. En fait, la redirection, le renoncement, pour moi, c'est pareil. Tant qu'on ne réfléchit pas là-dessus et qu'on ne met pas en œuvre une ingénierie du renoncement, donc ça, c'est les termes d'Alexandre Monin et Diego Landivar, en fait, on ne peut pas le faire, on ne peut pas renoncer. Donc c'est très bien la redirection. Le risque, c'est que en fait, les entreprises sont très friandes des nouveaux concepts. Tous les 2 ans, 5 ans, allez, t'as un nouveau concept, économie bleue, économie symbiotique, économie truc, transition écologique, développement durable, redirection, économie régénérative. C'est top, hein, les nouveaux concepts. Le truc, c'est que bon, en 2055, quand il fera plus 4 degrés, on aura des nouveaux concepts de cosmogonie de la transition. Et en fait, on n'aura toujours pas vraiment avancé, donc faut faire gaffe. C'est pour ça que moi, le concept de redirection, en fait, j'en retiens une chose, c'est le renoncement. Parce que là, pour moi, c'est pas un concept, c'est une dimension, c'est un levier très précis. Et voilà. Si les rêveurs d'Atlas devaient rencontrer quelqu'un, qui est-ce que tu nous conseillerais? Ah, bon, moi, il y a une personne
qui m'interpelle beaucoup en ce moment, qui est une personne donc à la tête d'une grosse boîte qui a mis en œuvre le renoncement et bon, qui commence à être une resta dans les milieux de la redirection, qui est Sophie Robert-Vellu. Voilà. Bon, elle est interviewée partout, tout le temps, donc je sais pas si vous aurez des éléments très nouveaux à l'interviewant, mais je pense qu'elle fait partie de ces personnes qui ont du courage, qui ont de la volonté et surtout qui ont une capacité à raconter les choses de telle sorte que les gens ont envie de suivre plutôt que de critiquer. Je pense que ce serait peut-être intéressant que vous alliez voir. Alors, je pense j'ai 2 choses simultanées qui me viennent. Grand Sail, par exemple. C'est déjà fait. C'est déjà fait, voilà, super. Donc peut-être des gens de Kota Kliba. Voilà, parce que en fait ils sont à la frontière entre des choses très techniques, très rationnelles, et en fait ils bossent surtout sur le cadrage médiatique. Ils développent des outils pour ça, ils font du fact-checking, etc. Mais ils vont beaucoup plus loin en fait que juste de voir des pourcentages de climat, etc. Ils essayent de mettre en avant des dossiers, des unes, des reportages en disant voilà, là ils ont pas parlé de ci, ils auraient dû parler de comme ça, etc. Parfois je les trouve trop extrêmes, parfois je les trouve pas assez extrêmes, ils sont en recherche et c'est ça qui est passionnant, c'est que là aussi c'est un nouveau vecteur d'influence qui est en train de naître. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que ils font aussi ils mobilisent des députés pour faire une loi, etc. Et ils s'arrêtent pas au stade de l'ONG idéaliste, qui est très bien, extrêmement utile, mais qui est incomplet. Ils vont mettre les mains dans le cambouis avec des députés en les formant, etc. Et en essayant de faire en sorte, en fait, de se rendre elle-même inutile, parce que voilà, si cette loi passe et que en fait c'est acté, Kota Kliba sera un peu moins utile. En fait, c'est comme Closparency, là, l'application pour voir le sourcing des vêtements où ça a été produit. Pareil, en fait, les 2 entrepreneuses, sûrement je leur peu importe, elles sont en train de travailler les députés pour que un score écolo soit mis sur tous les vêtements. En fait, elles organisent un peu leur disparition en faisant ça. Évidemment, elles seront toujours utiles, mais moins si cette loi passe. Et ça, je trouve ça passionnant. Pour finir, on aimerait savoir ce que t'évoque la citation d'Oscar Wilde qui dit « Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. » Je pense que j'ai cet état d'esprit est un peu aussi celui de Saint-Exupéry pour moi. Enfin, ça résonne, voilà. Qui est un de mes auteurs fétiches. Waouh, quelle originalité aussi. Ou Romain Gary. En fait, c'est ce que j'ai expliqué dans ce qui m'anime au quotidien. C'est quelque chose de très intime, très égoïste. C'est voilà, en fait, j'ai pas de métier, j'ai pas de très précis. Enfin, tu vois, j'ai décrit, je suis entre 4 trucs, enfin entre 50 trucs, entre un spectacle, un fonds d'investissement, une boîte, des conférences, des bouquins. Enfin, il y a pas un truc pour l'instant que j'ai pas vraiment envisagé et que j'ai pas essayé de mettre en œuvre en termes de levier. Donc pour moi ça illustre à quel point j'adhère à ce mode de vie-là, qui est que voilà, chaque heure de mon existence ne sera pas du salariat. Ce sera pas un truc où je vais bosser en me disant je fais ça parce que ça va me permettre de vivre après avec cet argent. Mais je sais aussi que cette citation d'Oscar Wilde est une citation de riches et de bourgeois qui peuvent se le permettre. Donc, faut aussi prendre du recul sur ça. J'ai la chance de pouvoir vivre dans cet état d'esprit. Et je me bats en partie pour que plus de gens puissent le faire et que voilà, les discours inspirants suffisent pas. Il y a aussi des infrastructures à changer pour que d'autres personnes puissent vivre dans cette perspective. Merci beaucoup, Com. Merci à vous. Merci, Com. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.